Hello la famille, African Unit, footballistique. Are you ready? Êtes-vous prêts? Eh bien, nous sommes prêts. Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous Focus Cannes qui fait le point des matchs d'hier et d'aujourd'hui en jetant bien sûr les perspectives sur ceux à venir pour le compte de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Égypte. Et sur ce plateau, comme c'est devenu de coutume, Marie-Paul Redombina, journaliste, bonjour. Bonjour Aziz. Benny Banks, consultant, bonjour. Bonjour. Asta Bousso, journaliste, bonjour. François Binet, consultant, bonjour. Bonjour Aziz. Alors après avoir fait le tour, on en vient au thème de cette journée. Il s'agit du bilan de la première journée. Après la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations, quel bilan? On va commencer peut-être par vous, François Binet, pour certains chiffres, le nombre de buts inscrits peut-être? Exactement, il faut dire qu'en total, ça fait 12 matchs joués pour 27 buts. Et bien sûr, on ne peut pas passer outre cette attaque malienne qui est la plus prolifique avec 4 buts. Et c'est aussi le match le plus prolifique Mali. Donc, c'est 5 buts au cours de ce match, c'est le seul d'ailleurs. Et on a aussi au moins 8 équipes sur 24 qui n'ont pas encaissé de but. C'est l'Égypte, c'est l'Ouganda, le Nigeria, Algérie, Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire et Cameroun. On peut constater aussi que Guinée-Madagascar, Ghana, Bénin et bien sûr Mali, je veux dire Mauritanie, ce sont les matchs qui nous ont fourni le plus nombre de buts. Mali, on sait bien que c'est 5 buts et les autres, c'était 4 buts. Et malheureusement pour le Ghana, John Boy est le premier défenseur de cette compétition pour cette première journée de Cannes à prendre ce carton rouge qui a valu cette égalisation pour le Bénin. Bien sûr le Bénin. Une première journée qui s'achève avec des points positifs. Oui, des points positifs. François l'a dit, c'est 27 buts pour 12 matchs, donc approximativement un but par match, ce qui est déjà bien, ce qui prouve que les équipes y vont de plein fouet. Elles marquent, elles ne viennent pas là pour être de simples spectateurs. Des cartons jaunes, mais pas, bon, pour ma part, pas assez pour le moment, parce que je trouve que pour le moment, les arbitres sont un petit peu laxistes, parce qu'on l'a vu face à des matchs comme celui du Kenya, où ils sont allés quand même un peu fort et les arbitres n'ont pas fait sortir les petits cartons. Bon, on prend ça, c'était peut-être l'entame de la compétition et ils ont laissé peut-être jouer pour un début. Mais comme tu l'as dit, François, on a eu le premier carton rouge de la compétition hier. C'est le Ghanéen John Boy qui l'a reçu. Et on aurait pu avoir des cartons aussi dans l'opposition Tanzanie-Sénégal. Bien sûr, il aurait pu avoir plusieurs cartons, mais certainement l'idéal c'était de conserver cette première journée avec une bonne image de cette fête du football. La particularité, c'est que c'est une compétition, à travers les rencontres, on remarque que toutes les équipes sont très engagées, mais au finish, il n'y a pas beaucoup de cartons rouges. Ça prouve à suffisance que le jeu est plaisant. Et derrière, c'est la grosse surprise des petites nations. Ces nations-là qui ont été considérées comme les petits poussets de la compétition, qui ont présenté un très bon football et beaucoup de surprises à l'image de l'Ouganda. Asta, les arbitres ont été trop gentils? Oui, je pense que les arbitres auraient pu être un peu plus rigoureux, surtout en référence au match dont tu parles, Aziz, du Sénégal contre la Tanzanie. J'ai trouvé l'équipe de Tanzanie très agressive, très physique, beaucoup d'attaques. Et je comprends peut-être qu'ils voulaient ne pas commencer sur des notes trop compliquées, les arbitres, mais je pense que dans l'ensemble, ils font un bon travail. Après les arbitres, il faut comprendre que pour cette première journée, ils n'ont pas aussi été à la fête totalement. Quand on regarde déjà le match d'hier, la plus grosse des lacunes des arbitres pour cette première journée, c'est ce qui est incompréhensible, c'est au niveau des corners. Ils ont beaucoup raté cette question de corner où il n'y a pas corner. Si vous remarquez le match d'hier, il y avait des situations inconfortable pour les arbitres d'accorder ou de refuser des corners dans des situations claires où on sent que là, il n'y a pas corner, ou il y a corner et il faisait le contraire. Ça, c'est un des problèmes que j'ai pu observer pour cette première journée. Donc, il faudrait que pour la deuxième journée, les arbitres se ressaisissent aussi.
un point essentiel. Ils vont rester très, très veillants là-dessus parce que déjà, la rencontre d'hier, on sait que le but du Bénin est venu bien sûr d'une occasion partie du point de corner. Le but du Bénin est venu d'une occasion, enfin pas confuse, mais c'est parti d'un corner. Bien sûr. Marie-Paul, qu'est-ce que les arbitres auraient pu, enfin si vous aviez justement une position à prendre, par exemple sur le match Tanzanie-Sénégal, on a une action dans la surface de réparation quasiment, où un tacle quand même très appuyé est relevé. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez le sentiment qu'on aurait pu avoir un carton de la couleur de votre chemise? Bon, un carton couleur de ma chemise, pas forcément, parce qu'on va dans l'optique où il faut d'abord avertir, et pour avertir, c'est un carton jaune. Après l'avertissement, si le joueur va de plein fouet vers son adversaire, là, il peut avoir un carton rouge. Mais moi, je pense, comme je l'ai dit tantôt, ils ne sont pas très rigoureux. On mettra ça peut-être dans la case, c'est le début de la compétition, chacun doit prendre ses marques et tout. Donc, pour ma part, pour l'instant, les artistes, à part celui de John Boy, bon, j'ai trouvé que c'était un peu, pour ma part, un peu trop fort de lui donner un carton rouge. C'était trop fort, il aurait pu laisser jouer. On l'a vu face au Sénégal, on l'a vu avec l'Ouganda ou bien encore des pays comme le Kenya où les joueurs sont allés vraiment, vraiment fort, vraiment sur de grosses fautes, mais il n'y a pas eu de jaune, il n'y a pas eu de rouge. Pourquoi John Boy lui donnait un carton rouge? Pas pour si peu, mais il aurait pu avertir le monsieur, un avertissement verbal vu qu'il avait déjà un jaune au préalable. Voilà, juste ça, c'est-à-dire qu'il avait déjà un carton jaune, même si John Boy quand même, il a manqué un peu d'intelligence dans la situation parce qu'il savait qu'il avait un carton jaune, il savait que cet arbitre-là, moi je ne l'ai pas trouvé très serein, donc il aurait dû prendre la mesure de la situation et de ne pas faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire gagner du temps. Alors, il a gagné du temps et je pense que l'arbitre n'est pas le dos de la cuillère en lui mettant un jaune, sachant que lui aussi, l'arbitre, il savait que John Boy avait un carton jaune. Donc psychologiquement, ça dit que c'est d'abord aussi des pédagogues. Donc psychologiquement, il aurait dû se rendre compte qu'attention, il a le chrono en fait. Et c'est le seul moyen de prendre au piège ces joueurs-là qui essaient de gagner du temps. Il lui fait montrer le chrono, qu'il peut stopper à tout moment le chrono. Bon, pourquoi il va tout de suite avec un carton jaune? Bon, c'est ça, à son appréciation, ce n'est pas aussi un scandale, mais il aurait pu agir autrement. Et là, sauf si je me trompe, John Boy, il est pénalisé de 2 matchs. Donc les deux prochains, d'un seul match. Si c'est un carton direct, un carton rouge direct, il est suspendu pour 2 matchs. Mais si c'est un carton dû à la combinaison de 2 jaunes, là, il est suspendu pour un seul match. Et on a une moyenne de buts quand même de 2,25 buts par match. Exact. Ce qui est très correct malgré le côté, on va dire, rude des défenses, le côté rigoureux et très agressif. Oui, on ne va pas dire que c'est la meilleure première journée de toutes les compétitions précédentes, mais on va dire au regard de ce qu'on a constaté dès le début de la compétition, on ne pensait pas, moi personnellement, on ne pensait pas qu'on arriverait à 2,25 de buts par match. Mais il faut reconnaître que c'est le Mali qui amène ce pourcentage-là, ce niveau-là. C'est aussi le match nul Guinée-Madagascar qui mène cela. Ghana, Bénin aussi qui amène cela. Mais si on était resté dans les proportions des premiers matchs, je pense qu'on ne serait pas arrivé à cette hauteur de pourcentage. C'est peut-être de bon augure pour le Mali. Un autre point noir, c'est celui de un point noir dans cette première journée. Après la première journée, c'est le public. 73 000 spectateurs en tout pour une première journée, c'est décevant. Et la CAF a donné des consignes là-dessus. Pour la seconde journée, on espère que ça va changer. Mais est-ce que ce sont les consignes de la CAF qui vont aider ou bien il faudrait bien sûr, les consignes de la CAF pourraient aider également les populations à s'y rendre. Non, mais non. Le pays organisateur de la CAF, c'est important parce que la CAF doit s'entendre avec le pays organisateur pour lui donner quelques tuyaux, lui dire mais on ne peut pas continuer une compétition comme ça. Il faut soit arrêter les journées. Si c'est une période scolaire ou sans vacances, je ne sais pas, qu'on trouve un moyen de stopper, si c'est comme on en a vu ici, on stoppe au moins pendant 1 mois, on prend les enfants, on les transporte à l'école, au stade, on réduit encore les billets, on ne sait pas. Mais ils l'ont fait pour les Égyptiens même. On savait que quand les Pharaons jouent, on a vu pour la première journée qu'ils sont bien présents. Mais pour le reste, du moins pour les phases de poule,
il peut faire quelque chose. Il peut transporter les gens, les amener au stade. Ça va pas tuer, ça va pas crever les comptes de la CAF ou bien les comptes de la Fédération égyptienne de football. Bon, mais peut-être qu'ils ont pris bonne note. Hein. On devra suivre à partir de la deuxième journée, de voir comment le pays organisateur, parce que je pense qu'il y aura un sursaut d'orgueil de savoir que les stades n'étaient remplis que quand les Pharaons jouaient. Les autres matchs, c'était à part les différents pays qui jouaient les fans, à part ces fans-là, il n'y avait personne dans les tribunes. Mais on espère qu'il y aura un sursaut d'orgueil de la part des organisateurs. Mais je pense les organisateurs, qu'il y a un problème oui, auquel on ne parle pas assez quand il s'agit de la participation des supporters dans les gradins, c'est que les gens viennent au stade, mais qui se retrouvent triés. Hier, il y a des supporters, par exemple, qui sont arrivés au stade, qui ont été retenus pendant une demi-heure parce qu'apparemment, ils auraient sur place un problème de fraude de tickets, donc ils soupçonnaient les tickets d'être faux et qui restent 30 minutes. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont venus, des supporters qui sont venus supporter leurs équipes au début et qui ne veulent plus venir parce que prendre 1h30 ou 2h30 de leur temps pour arriver au stade et qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas entrer pour des raisons de vous avez un équipement qui ne peut pas rentrer, c'est aussi quelque chose dont il faut parler. Et c'est un peu plus énervant quand on sait qu'un match c'est 90 minutes et si au lieu de regarder le match vous êtes dehors en train de papoter, c'est quand même c'est plutôt énervant. Il y a aussi la mafia, il y a une grosse mafia sur les tickets souvent. Oui. Les tickets truqués et parfois lorsqu'on arrive au contrôle à l'entrée des stades. Bon, après, vous voyez, c'est pour ça que, je ne sais pas, je n'ai pas vu les entrées des stades égyptiens, mais si vous remarquez, les stades de Libreville, lors de la CAN 2012, il y avait les portiques électroniques. Donc, avec les portiques électroniques, on compostait le billet pour s'assurer que le billet est authentique. Donc, les pays comme l'Égypte, c'est pas Ils ne sont pas en dessous de cette technologie. Voilà, exactement, ils ne sont pas en dessous de cette technologie pour s'assurer de l'authenticité des billets. Donc, ils auraient dû, ou je ne sais pas s'ils les ont ou pas, mais ils auraient dû avoir certainement des portiques automatiques qui permettent de composter. Je crois que ces portiques-là sont disponibles et surtout que le niveau de sécurité est très élevé. Donc forcément, ça devrait exister. Et surtout que la région est également confrontée à de gros problèmes d'insécurité. Il y a eu, avant le début de la CAN, des attentats sporadiques dans certaines régions. Mais bon, on va sûrement revenir au cours de cette émission sur ce thème. Le temps pour nous maintenant de glisser vers les matchs d'hier. Pour la rétrospective, on va commencer bien sûr par la première confrontation, c'était l'entrée en liste du champion en titre, les Lions Indomptables qui ont géré le match à leur rythme et qui se sont imposés 2-0. Belle victoire du Cameroun, c'est quand même le tenant du titre, il fallait entamer cette compétition avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. C'est vrai qu'en face, on parle d'un adversaire qui n'était pas de taille. Mais le Cameroun a confirmé qu'elle a sa place dans cette compétition. Et le plus important, c'est que les problèmes sont restés derrière parce que nous avons tous assisté et nous avons regardé un peu ce qui s'est passé autour des problèmes de primes. Et au finish, le Cameroun nous a livré une belle rencontre. Le Cameroun monte également en puissance en fonction des matchs. C'est comme je le disais hier sur ce plateau, le Cameroun, c'est un peu comme du ketchup. Il faut frapper dessus et ça sort en abondance. Mais les Lions n'ont pas eu besoin qu'on les secoue. Hier, ils ont géré. Gérer, bon, ça c'est relatif. Moi, j'ai pas. Certains diront que le Cameroun a bien joué, mais pour ma part, c'est pas le Cameroun que moi je voulais voir. Le Cameroun, pour ma part, il a quand même peiné avant d'arriver à ce 2-0. Le Cameroun s'est fait, pour ma part, en première mi-temps malmené par la Guinée-Bissau. On a vu une équipe de. Ils ont bien joué, il fallait juste pour ma part qu'ils aient un tout petit peu plus de rythme et pour ma part ils auraient pu marquer face à cette équipe du Cameroun là parce qu'on le voit, le premier but c'est bien, mais quand je pense à partir de la deuxième mi-temps qu'il marque le deuxième but, pour moi le Cameroun n'a pas été présent à la première mi-temps, c'est vers la fin de la première mi-temps, sinon à la deuxième qu'ils sont revenus et qu'ils ont essayé de produire un beau football. On peut comparer l'équipe du Cameroun à quelle autre équipe en Europe ou dans le monde, dans sa façon de démarrer les compétitions? C'est un peu difficile, peut-être l'Angleterre, parce que l'Angleterre a ce problème, que ce soit en Coupe d'Europe ou que ce soit en Coupe du Monde, ils ont toujours cette difficulté de démarrage. Mais il faut juste, il y a deux mots pour moi qui me permettent de qualifier cette victoire camerounaise. Premièrement, c'est à l'expérience.
Deuxièmement, c'est à la qualité des attaquants comparativement à ceux de la Guinée-Bissau. Parce que la Guinée-Bissau, dans le jeu, ils n'ont pas envié le Cameroun dans le jeu. Mais c'est plutôt au niveau de la qualité des attaquants. Quand vous avez au niveau du Cameroun 3 attaquants de niveau mondial, de niveau international, facilement, il suffit d'avoir un brin de chance et de réussite pour pouvoir scorer. Et c'est ce qui s'est passé. Là, on a le premier but. Hein. Et avec une bonne profondeur de banc, la preuve c'est que le buteur c'est un remplaçant Baoken. Je pense que c'est beaucoup plus à l'usure et à la maîtrise et à l'expérience qui se sont imposés, pas forcément dans la domination. Ils étaient conscients que ça se gagnerait à l'usure. Vu la façon dont les choses ont évolué. En général, il faut l'intégrer parce que quand vous jouez une équipe comme la Guinée-Bissau, qu'ils ont affrontée il y a 2 ans en arrière, on ne vient pas là pour espérer aller écraser son adversaire. Non, il faut être patient. Il faut être patient. Parfois, il faut apprendre. C'est ce que je disais hier. Il faut parfois avoir le dos rond. Ce que je demandais aux Ghanéens de faire avant ce match-là. Qu'il va arriver des moments difficiles parce que le Bénin, c'est une équipe qui joue très bien. Le Cameroun savait pertinemment que la Guinée-Bissau joue très bien au ballon. Donc, il faut être patient pour pouvoir s'imposer parce que la première journée, elle est très importante. Mais quand on sait qu'on a des joueurs comme Choupo-Moting, certes, il faut être patient, oui, mais il faut pouvoir produire de beau football, du bon football, de bonne qualité. On a vu Choupo-Moting, pas Choupo-Moting, comment il s'appelle? Bakambu. Non, pas Bakambu. Bassogog. 3 tirs cadrés en première mi-temps et aucun tir n'est allé au bout du filet. Avec des équipes comme Benil disait, les petites équipes, pour ma part, s'imposent. Et si les grands, le Cameroun, on va appeler les champions en titre, le Cameroun fait partie des favoris de cette compétition. S'ils ne se prennent pas en main, ils risqueront peut-être de tomber ils ont plus ou moins engagé les 3 points. Oui, c'est ça le plus important, prendre les 3 points. Voilà. Et puis il faut dire que défensivement parlant aussi, ils s'en sont bien sortis. Moi, je trouve que chez Choupo-Moting, belle performance, ils ont géré leur défense. Maintenant, peut-être qu'ils pourraient gérer leur attaque de façon un peu plus efficace. Je pense que ce qui dérange Marie-Paul, ce serait d'avoir des attaquants de ce calibre-là. On espérait voir un jeu un peu plus corsé, mais je pense qu'ils ont quand même maîtrisé le jeu tout au long du match. Et puis ils s'économisent, ils préfèrent marquer moi je pense que beaucoup plus, ils avaient besoin de se rassurer pour rentrer dans cette compétition. Ouais. Je crois que le champion en titre l'a bien fait de façon intelligente. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont pas dire qu'ils ont forcément, ils vont sauter sur les toits qui se sont imposés face à la Guinée-Bissau, mais ils avaient besoin de se rassurer et ils l'ont fait. Je crois que la deuxième journée, ils vont beaucoup monter, ils vont essayer de monter un peu plus en confiance pour dire que c'est le moment de. Et le deuxième match ne ressemblera certainement pas au premier. Non, impossible. Les Lions indomptables du Cameroun, comme on l'a dit, ils sont allés, en tout cas tranquillement, 3 points engrangés, 2 buts. Le capital confiance est certainement également au rendez-vous. Et il y a eu un homme du match. Un homme du match que nous allons découvrir dans ce sujet que nous proposent nos confrères de l'Union africaine de radiodiffusion. Moi personnellement, je ne pensais pas à ce trophée quand je venais jouer ce match. Je pensais à gagner ce match avant tout. Une équipe qui a attaqué ensemble, qui a défendu ensemble, comme je le dis. Donc aujourd'hui pour moi c'est un bonus. Et, honnêtement, quand tu attaques un match, tu ne te dis pas je vais être man of the match. C'est juste un bonus. Lors de ce genre de compétition, on a toujours envie de donner le meilleur de moi, de finir avec la victoire. François Binet, vous avez justement vu Zambo Anguissa. Exactement. Zambo Anguissa qui a été le meilleur homme sur le terrain. Et pourtant, là aussi, on découvre, c'est vrai qu'il n'est pas à sa première sélection, mais c'est un... Oui, c'est un habitué de la sélection. C'est un habitué de la sélection, mais c'est un joueur qui s'est distingué. Oui, bien sûr, c'est normal. Il est dans c'est un garçon qui a intégré la tanière lorsqu'il était à l'Olympique de Marseille. Ouais. Parti de l'Olympique de Marseille pour l'Angleterre. Il est resté dans... C'est quelqu'un qui, en milieu de terrain, c'est vrai qu'il est parfois brouillon parce qu'il se démêle beaucoup, mais quand vous le regardez, il a eu beaucoup de marge de progression. Il a eu une marge de progression encore, mais
dans son jeu, il a aussi progressé parce qu'avant, il était très brouillon, il pouvait faire des bonnes choses 30 minutes avant, 20 minutes plus tard, vous ne le reconnaissez pas. Et là, il reste dans une constance, surtout en sélection, ce qui fait qu'il a une réussite qui lui permet déjà depuis le match d'hier à être élu comme le meilleur joueur de la partie. Il a également ce côté dynamique. Oui, il a la grinta. Et il sait cogner quand il le faut. Je pense que c'est pour ça qu'il a réussi à s'imposer en milieu de terrain. Il arrive à un niveau de sa carrière où il rentre en maturité parce que Zambo Anguissa était considéré comme une machine, mais c'est un joueur qui récupérait plus de ballons mais qui donnait moins. Mais aujourd'hui, il arrive à plus récupérer et en donner autant. Donc ça fait de lui quelqu'un de spécial et quelqu'un d'autre. Bravo pour la prestation. Marie-Paul Redomina, vous avez souvent souligné la chaleur qui est forte, mais on se rend compte que de plus en plus, les organismes s'adaptent parce que quand on voit la débauche d'énergie d'hier, il semble que la chaleur n'a pas, en tout cas, été, on va dire, défavorable aux organismes qu'on a vu se déployer hier. Oui, bien sûr, et comme j'ai souvent tendance à le dire, le Cameroun fait partie de ces équipes-là, de ces sélections-là qui se sont préparées. Le Cameroun est allé se préparer au Qatar, est allé se préparer en Espagne pour pouvoir surmonter cette chaleur qui n'est pas des moindres en Égypte, il faut le signaler. Donc ils ont bien plus ou moins bien démarré la compétition. Les hommes, ils étaient plutôt en jambes, on l'a vu avec Aguissa, on l'a vu avec Choupo-Moting, comment les gars, ils étaient en train de courir sur le terrain pendant les 90 minutes. Donc, une chaleur, certes, mais ils ont su surmonter cette chaleur-là. Et si on devait dresser, on va dire, les profils de quelques joueurs qui sont sortis du lot, il y a bien entendu le meilleur joueur de ce match, Zambo Anguissa, Asta. Il y a peut-être d'autres que vous avez remarqués, notamment dans le camp de la Guinée-Bissau? Bon, déjà, pour ma part, j'ai trouvé que le Cameroun avait tellement géré cette défense et cette attaque que je ne trouve pas qu'il y ait de profil de joueurs guinéens qui s'imposent à moi comme de grandes figures de match. Il faut dire aussi que l'équipe du Cameroun et l'équipe de la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau se défend bien, mais ce n'est quand même pas le même niveau. Donc quand on regarde la composition de l'équipe camerounaise, ce serait difficile de trouver un équivalent ou une étoile brillante dans cette composition-là. Benny Banks, les Bissau-Guinéens se sont bien battus, mais bon. Bien battus, mais en face, il y avait une équipe mieux organisée et qui a su prendre le dessus sur la Guinée-Bissau. Mais cette rencontre laisse quand même une bonne note de cette équipe parce que j'ai pu observer certains bons mouvements des joueurs et on espère que la suite sera bonne pour l'équipe de la Guinée-Bissau. Mais c'est une poule quand même, après cette défaite, c'est souvent difficile de remonter. Mais vu que nous sommes dans une autre phase, une autre présentation de cette Coupe d'Afrique avec 24 équipes, il y a des possibilités de pouvoir changer les données lors de la deuxième journée. En tout cas, on a un œil sur cette équipe de Guinée-Bissau et on suivra bien entendu le Cameroun pour la suite. Le Cameroun qui a été lâché, j'ai bien aimé un titre de confrères qui ont dit que les lions sont lâchés. Et quand les lions sont lâchés… Bon, moi j'ai beaucoup plus apprécié le titre de Label qui a bien dit « Les lions indomptables se rassurent ». Parce que se lâcher, c'est trop tôt, je pense. Mais ils ne sont pas encore lâchés. Le titre de Label, voilà, moi je pense qu'ils sont… Le Mali s'est lâché avec un 4-1, mais Bah, se lâcher avec un 2-0… le Mali, c'est un peu prudent comme lâchement. Le Mali, quand même, non, le Cameroun s'est rassuré. Les lions se rassurent. Je pense que les lions… Mais peut-être que les lions ont été lâchés pour dévorer leur proie. Maintenant qu'il la dévore tout lentement. Parce qu'ils nous donnent l'impression, en disant, quand vous voyez le titre, c'est que ça nous donne l'impression qu'à un moment donné, ils n'étaient pas bien. Peut-être qu'il y a eu un match avant où ils n'étaient pas bien, et puis le deuxième, ils sont complètement lâchés, ils ont gagné. Non, c'est le premier match. Oui. Se rassurer, c'est nettement mieux que de dire qu'ils sont lâchés. Mais ils se sont rassurés avec cette victoire et tranquilles sans être… principalement… Bon, c'est peut-être en même temps l'euphorie hein, quand on dit se lâcher et quand on voit qu'il écrit, si c'est un confrère de la presse camerounaise. Oui, donc en même temps, eux, ils se rassurent que les lions indomptables, ils sont bien là et ils ont montré de quoi ils sont capables. C'est l'euphorie, je pense. Et quand les lions affamés sont lâchés, ça peut faire beaucoup de dégâts. Il y a eu en seconde heure le match
qui était très attendu également, Ghana-Bénin. Ghana-Bénin avec, on le verra d'entrée, le but inscrit par les écureuils. Et il y a eu comme une confusion, parce qu'on a souvent l'habitude de voir le Ghana en blanc. Ouais. Et quelqu'un a demandé hier, mais est-ce que c'est le Ghana qui a marqué ou le Bénin? Ouais. Alors il faut dire que c'est le maillot blanc, le maillot blanc ghanéen, c'est le maillot extérieur. Oui, mais le Ghana, on est habitué à voir les Black Stars en blanc. En jaune par contre. En jaune et en blanc. Mais en blanc, par rapport au Bénin, le Bénin est souvent en jaune. Ouais. Ils ont un maillot qui se rapproche un peu de celui du jaune. Ils ont souvent le Voilà, jaune. c'est Et ça, un peu, bon, pour moi, c'est pour ma part un peu choqué de voir les Black Stars en jaune et rouge. exactement. Et ça a fait un peu confusion hier, parce que nous suivions le match en compagnie de quelqu'un qui a dit, mais ce sont les Ghanéens qui ont marqué. Exact. Ils avaient une tunique, c'est une tunique qu'ils n'ont pas l'habitude de porter. Je pense que ça, c'est une nouvelle tunique pour cette CAN. Ça, c'est même un peu de confusion, bien sûr. Et ce but-là, c'est le plus rapide de la compétition. On se souviendra, voilà, que le premier, c'était à 7 minutes. Ouais. Et là, on a là encore. Et vous regardez que les deux premiers buts dans cette compétition, pour moi, c'est le plus rapide. Parce que l'écart entre la deuxième et je crois la 9e ou la 7e, ils avaient déjà au bout de 7 à 8 minutes, ils avaient déjà 2 buts. Donc, ça allait très vite. Je crois que ça a dû calmer les ardeurs des uns et des autres, parce que justement après ces 2 buts-là, chacun commençait à prendre la mesure de se rendre compte qu'attention. Je pense que les Black Stars ils doivent changer de maillot, parce que ce maillot-là n'a pas porté chance du tout. On aura l'occasion de parler de la superstition des Ce maillot n'a pas porté chance du tout face aux écureuils du Bénin. Déjà qu'il n'est pas très beau, donc vraiment qu'ils s'en débarrassent. Benny Banks, au départ, on considère que le but a été marqué peut-être trop tôt. Ouais. Ça aurait été différent si les écureuils avaient marqué un peu plus tard? Ben, peut-être pas. C'est aussi la consigne. Certainement, les joueurs ont eu cette consigne qu'il fallait attaquer un peu plus tôt. Et pour le Bénin, il fallait marquer d'entrée, parce qu'on le sait, hein, le Bénin, c'est quand même 9 matchs en CAN pour 8 défaites. Et repartir sur une nouvelle CAN et perdre comme ça devait être très difficile. Et ce qui est particulier dans cette rencontre, c'est que le ministre des Sports béninois a dit aux joueurs, en cas de match nul, vous aurez une prime de victoire. Donc forcément, on se surpasse. Et la rencontre d'hier était comme une petite victoire pour l'équipe béninoise. C'est le 2e dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et au finish, on a le meilleur buteur de la compétition pour l'instant, Poté, qui n'est plus à présenter à 34 ans. Vu la prestation d'hier, franchement, chapeau à cette équipe. Aziz, j'ai un petit sourire en coin quand Benny dit, c'est depuis hier, hein, j'ai constaté, quand Benny dit 9 défaites pour une seule victoire. Quand même, 9 défaites pour une seule victoire. Je ne sais pas trop si tu t'attendais à ce que le Bénin perde hier, mais bon, 9 défaites pour une victoire. Donc là, on va dire 9 défaites, une victoire et maintenant un match nul. Parce que le Bénin, Aziz, vous le disiez tantôt, que le Bénin a peut-être marqué un peu trop tôt, comme Benny l'a dit, c'était sûrement une consigne, parce que quand on a devant soi un André Ayou ou un Jordan Ayou, il faut marquer pour montrer à l'adversaire qu'on est là, que l'on est bien présent. Si on ne le fait pas avant, l'adversaire, je pense pour ma part, il prend le dessus et peut-être le Bénin et le Ghana ne se seraient pas séparés sur ce score-là. Les écureuils ont bien montré qu'ils étaient présents. Et lorsqu'on parle de consigne, c'est parce qu'il faut retenir que le Bénin a démarré avec 5 défenseurs. Donc ils ont joué en bloc bas. Quand on joue en bloc bas, forcément, on passe à une phase de contre-attaque. Ça veut dire qu'une fois qu'ils attaquent, on a un bon ballon, on va forcément marquer. C'est la consigne. La preuve, c'est qu'après ce but, l'équipe béninoise est passée en 4-4-2, donc avec 2 attaquants. Et derrière, on a eu ce deuxième but. Je pense qu'ils ont bien travaillé sur l'adversaire. Et la rencontre a présenté ce score. André Ayou, finalement, a de très beaux restes. Enfin, au lieu plutôt que de parler de beaux restes, il est encore très efficace. Oui, bien sûr. C'est un garçon qui ne rechigne pas sur les moyens quand il doit s'engager. Je sais pourquoi on lui a donné ce brassard de capitaine, parce que c'est quelqu'un qui sait s'investir pleinement, il sait s'engager, il donne du cœur à ce qu'il fait. Et les Ayou ont sauvé encore le Ghana hier. On peut voir l'aîné qui a pu égaliser dans la foulée, ensuite le petit frère qui a donné à un moment donné l'avantage au Ghana. Mais ce que je peux déplorer du côté du Ghana, c'est qu'ils ont manqué, je ne sais pas, et pourtant ça fait des années que la plupart, ils sont encore à
presque 55%, voire 60%, la même équipe depuis il y a déjà 2 éditions. Ouais. Donc je n'ai pas compris pourquoi, quand ils marquent ce but égalisateur, ils n'arrivent pas à prendre le dessus sur le Bénin, parce que si vous remarquez après le but égalisateur, c'était maintenant, on est rentré dans une observation qui n'avait plus lieu d'être. Ouais. Donc on avait d'un côté le Bénin qui ne s'aventurait plus trop, de l'autre côté on avait le Ghana qui, quelques attaques sporadiques ça et là, mais sans véritable prendre la mesure. Et ça jusqu'à la fin du match, j'ai trouvé que les 2 équipes, après les buts, même si c'est vrai que le Bénin, à un moment donné, a essayé de pousser pour venir à l'égalisation, mais quand vous regardez même l'égalisation, ce n'est pas du simple fait de dominer dans le jeu, mais c'est parce qu'il y a eu un fait de jeu qui a entraîné ce deuxième but-là. Moi, je les ai trouvés, les 2 équipes, vraiment après l'égalisation, sont descendus, surtout après le 1-1, ils sont descendus très bas dans le niveau. Mais François, le Bénin, pour ma part, je pense qu'ils avaient tout à gagner d'un match nul, sinon d'une victoire. Parce qu'un match nul devant le Ghana, ce n'est pas rien. C'est plutôt le Ghana, comme tu le dis, qui devait aller chercher peut-être le but de la victoire pour ne pas se séparer, pour ne pas sortir de ce match avec un point au lieu de 3. Je ne pense pas que le Bénin soit venu uniquement pour un match nul. Souvenez-vous, Dussuyer a dit il y a quelques semaines que son premier objectif, c'est de gagner le premier match parce qu'ils ne l'ont jamais fait en phase finale. Ouais. Et n'oublions pas qu'ils ont des joueurs, quand vous regardez le roublard et le vieillard, je n'ai pas envie de dire vieillard, mais le vieux de 34 ans, qui est le doyen Poté, qui est actuellement le meilleur buteur parce que c'est le seul qui a fait un doublé. Bien sûr. Quand vous avez tous ces joueurs-là, qui jouent dans des meilleurs championnats en Europe, je pense qu'aujourd'hui, qu'on ne reste pas sur les noms des équipes, qu'on regarde les effectifs qu'il y a aujourd'hui dans certaines équipes. Le Bénin, je ne vais pas comparer le Bénin par exemple à la Guinée-Bissau. Ouais. Ou bien vous allez prendre le Bénin comparé à la Mauritanie. C'est vrai que quand on voit le Bénin, on dit deux participations, mais regardez l'effectif d'aujourd'hui. Ouais. Donc c'est un effectif qui est capable de déranger dans ce groupe-là. Bien sûr. Donc faire un match nul face au Ghana, c'est bien, mais attention, il y a demain, il y a la Guinée-Bissau, qu'en sera-t-il? Parce que là, vous jouez face à une équipe qui ne vous prendra pas de haut, qui pense que vous avez à peu près le même niveau et qui va se lâcher. Et qui pourra se perdre. Non, en même temps, je ne dis pas qu'ils sont venus là pour faire un match nul. Moi, je dis que peut-être dans leur tête, un match nul, c'est déjà gagné. Mais on le voit jusqu'à la dernière minute de jeu. Les Béninois, je pense, la dernière action, c'est un tir qui n'est pas allé dans le filet. Mais je pense qu'ils viennent déjà pour gagner. Maintenant, au-delà de ça, ils se sont arrangés à avoir un nul, ce n'est pas non plus le Bénin a bien travaillé sur son adversaire parce que déjà avec la conservation du ballon, ils ont épuisé l'adversaire et comme François le disait, on ne va pas parler d'équipe ou encore de noms. Le Ghana a des noms, le Ghana a des joueurs, mais en face, il y avait une équipe parce que moi je dirais que le Bénin a joué dans l'âme d'une équipe. Par contre, si le Ghana mettait en place les noms et l'âme de l'équipe, le Ghana aurait gagné cette rencontre vu les individualités des joueurs parce que le Bénin, c'est une équipe qui est en reconstruction, mais je pense qu'ils ont joué avec la mission première d'aller en bloc, d'aller en groupe et le résultat est là. Et derrière ce résultat, le Ghana va poursuivre la compétition avec beaucoup de doutes. En se disant on a fait un nul, une défaite nous met dans une phase difficile. Asta Bousso, vous pensez que le Ghana fera attention après ce match? Je pense qu'il devrait faire en tout cas attention après ce match. Moi, hier, je trouve que le match a été un petit peu décevant, sachant qu'on a une équipe quand même qui est l'un des favoris de la compétition. Le niveau des écureuils et le niveau des Black Stars n'a rien à voir. L'équipe des Black Stars, ils sont beaucoup plus performants. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus calibré. Maintenant, je trouve que, contrairement à l'opinion du plateau, moi, je trouve que le Bénin s'est bien défendu. Je pense qu'ils ne se sont pas ridiculisés parce que j'avais un petit peu peur qu'ils se fassent écraser. Ils ne se sont pas ridiculisés. Maintenant, j'aurais tendance à être d'accord avec ce que François disait tout à l'heure en expliquant que les deux équipes, on a l'impression qu'après l'égalisation, ils se sont tous reposés. Ouais. Ils cherchaient juste, chacun cherchait à ne pas perdre, mais je n'ai pas vu la hargne d'aller chercher le troisième but. Le Ghana a eu peur. Voilà. Elles se sont observées. Le Ghana a eu peur. Parce que le Ghana a eu peur. Les deux équipes se sont observées. Voilà, c'est cette attitude-là. Après ce but, le Ghana a eu peur. Parce que le Ghana a su que si elle attaquait davantage, il pourrait avoir un autre but. Parce que le fait d'attaquer, justement, fait qu'on se découvre derrière. Mais c'est ça, c'est la vie du sport, c'est ça la vie du football. On ne peut ne pas attaquer et se découvrir derrière.
Pourquoi il y a des sélectionneurs? C'est pour justement gérer ces cas de figure. Pourquoi il y a des joueurs expérimentés comme comme John Boy, etc. qui sont c'est pour gérer ces cas de figure. Mais qu'à cela ne tienne, n'oublions pas que le Ghana est beaucoup plus aujourd'hui en danger, que le Bénin. Parce que le prochain match, c'est contre le Cameroun. Et je ne vois pas le Cameroun venir là aussi avec la fleur à l'épaule. Je pense que chacun, et le Ghana va aussi affronter le Cameroun dans un esprit de dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont peut-être aller à l'abordage et derrière le Cameroun plombé, et le Cameroun qui voudra sur 2 matchs se qualifier pour être libre au 3e match. Donc ça va être un gros duel Cameroun-Ghana. Est-ce que ce n'est pas aussi l'infériorité numérique, parce que le Ghana a terminé la rencontre à 10, qui a fait qu'il y ait cette prudence? Eh bien, c'est possible. C'est possible qu'ils se soient retranchés et qu'ils aient revu leur tactique en se disant qu'en infériorité numérique, ils gagnaient plus à miser sur leur défense plutôt que sur leur attaque. Mais je trouve que c'est d'autant plus à déplorer du côté de l'équipe du Bénin qui aurait dû profiter de cette infériorité numérique de leur adversaire pour pouvoir marquer. Et hier, l'impression que j'ai eue, c'est un peu comme pour le match de la Mauritanie. Vous savez, ils ont commencé le jeu en grande pompe, c'était très fort et puis après tout le monde s'est calmé. Et je pense que s'ils veulent pouvoir jouer mieux pour la prochaine compétition, ils devraient pouvoir voir ça. Alors nous vous proposons d'aller voir en conférence de presse comme tout à l'heure qui a été désigné meilleur joueur de cette journée, de cette rencontre, pardon, puisque pour chaque match, eh bien, la Confédération africaine de football désigne un meilleur joueur. We wanted the 3 points, and unfortunately we didn't manage to get it because we were in difficulties and after the red card. But fair play to Benin, fair play to my teammates. I think it was a good game for the spectators, and we all know that it's the African Cup and everyone deserves to be in this tournament. So if you deserve to be in this tournament, it means you're a good team. But like I said, we know it's just the first game and we have 2 more games. Jordan Ayew, homme du match, ça aurait dû être Poté selon vous? Pour moi, je voyais bien Poté après son doublé et sa belle prestation parce qu'il a mis son équipe en sécurité. Et derrière, il n'a pas été déplaisant sur l'ensemble de la rencontre. Il a livré une très belle rencontre. C'est mon avis. En même temps, on va dire, moi je ne sais pas trop comment, sur quoi il se base pour élire l'homme du match. Mais là, quand même, j'aurais sur ma faim parce que je me dis, quand même, Jordan Ayew, qu'a-t-il fait durant ces 90 minutes? C'est vrai qu'il est allé à la charge, il a fait ce qu'il a pu, mais Poté, c'est vrai qu'il a marqué le 2e but. Il a marqué le 2e but, d'accord, mais Poté, pendant les 90 minutes, mais franchement, c'est lui l'homme du match. Il a porté son équipe, il a porté sa sélection. C'est vrai qu'il n'a pas fait tout seul non plus, mais pour moi, ça reste Poté l'homme du match, contrairement à Jordan. On peut avoir quelques critères, François Binet? Bon, là, c'est un peu difficile. En général, en principe, Poté aurait dû être élu meilleur joueur. Mais c'est sûr que dans l'investissement et dans le jeu, je pense que Poté a paru moins technique et moins porteur que Jordan. Jordan a paru il a beaucoup plus pesé sur sa défense. Mais, in fine, en principe, en réalité, les 2 attaquants ont marqué à des moments clés pour leur équipe, à des moments clés du match. Donc, sur ce point-là, pour moi, Poté a pris de l'avance parce que d'entrée de jeu, il marque ce but. Après, il se retrouve dans une situation compliquée. Ils égalisent. Les Ghanéens égalisent quelques minutes seulement plus tard. Donc, normalement, le Bénin doit être en difficulté. Quelques temps après, ils sont en difficulté, ils encaissent ce 2e but-là. Mais Poté sauve à nouveau le Bénin. Et je pense que pour ça, cette distinction, c'est sur des faits des jeux. S'il faut regarder la rencontre et on met Jordan et Poté, franchement, je dirais que Poté a quand même participé à des faits de jeu. Jordan, la CAF a ses choix. Poté n'est pas très connu, Jordan quand même, Mais je pense pas que le principe, c'est de marquer la différence, c'est le beau jeu, c'est de se distinguer.
Et pour moi, Poté l'a très bien fait. Il a montré, il a bien joué, il a bien défendu, il est allé marquer, il a bien porté sa sélection avec lui, ce que n'a pas forcément bien fait Jordan Ayew, hormis le fait qu'il ait mis un but. Peut-être le crochet, la frappe Jordan Ayew, est-ce que Jordan Ayew, à cause du crochet, de la votre frappe point de vue, enroulée, Asta, a été plus décisif que Poté? Non, pas du tout. Je suis sur la question, ce sera peut-être la seule fois maintenant, où Marie-Paul et moi on sera d'accord. C'est certainement sur des faits des jeux, les actions occasionnées, les passes et autres. Oui, Asta. Non, je pense que je ne comprends pas forcément les critères sur lesquels ils ont décidé de d'élire Ayew comme l'homme du match. Je pense que Poté a eu une performance qui met tout le monde d'accord. Tout le monde sait que c'est lui l'homme du match. Sûrement des critères d'âge. On a l'homme du match. Sûrement des critères d'âge. Poté est plus âgé que Jordan. Moi, je vois que ça. C'est tout ça. Parce que si on a tous regardé le match, et pour ma part, c'est injuste. Il y a sûrement des critères, techniques. Il ne faut pas oublier une chose. Il a été décisif pour son pays. Sur les 2 buts, il est impliqué. Donc ça, c'est un critère qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que le but égalisateur, c'est lui qui fait la passe. Et le deuxième but du Ghana, c'est encore lui qui intervient. Donc, ils ont tenu compte de tous ces éléments-là qui ont fait que ça se... Il y a peut-être la possession de... Non, c'est pas qu'il marque 2 fois, mais il est impliqué sur les 2 buts. Il est décisif sur les... Il est décisif sur les 2 buts. En fait, quand vous regardez même le jeu, le match, je pense que Jordan a beaucoup plus apporté, au-delà des buts marqués des 2 attaquants, mais Jordan a été beaucoup plus impliqué dans les actions et dans le jeu que Poté qui a plutôt été finisseur. Il a été plutôt finisseur et on peut le comprendre. Son âge ne lui permet plus d'avoir la même mobilité sur le front d'attaque que Jordan Ayew. On revient au fait d'âge. C'est exactement bon, ça. mais les performances. Mais qu'à cela ne tienne, moi, pour ma part, j'aurais choisi toujours, je reste là-dessus, j'aurais choisi Poté pour son doublé. On a eu en tout cas. Sur les faits de jeu, il reste spécial parce que Poté, c'est un attaquant axial. On a vu qu'il jouait également. Et c'est pas sûr qu'il fera encore un doublé demain ou après. Les matchs ne se ressemblant pas, on aura bien entendu. Dans la suite de la compétition, la possibilité de voir comment François Poté va se comporter. Et aujourd'hui, la 2e journée démarre. On revient dans le groupe A. Dans les poules A et B, il y a le Nigeria qui devrait être en train de démarrer son match contre la Guinée. On va avoir donc le Nigeria contre la Guinée, l'Ouganda face au Zimbabwe et l'Égypte en dernière heure opposée à la République démocratique du Congo. Mais pour d'abord nous arrêter sur le Nigeria, les Super Eagles, c'est vrai, se sont imposés, mais n'ont pas forcément brillé. Oui, ils n'ont pas forcément brillé. Et ce qui, après la génération Okocha, Okwaraji et les autres, les dernières générations, on peut constater qu'en général, ils viennent dans les phases de poule. Si vous vous souvenez, en 2013, où ils sortent champions d'Afrique, en phase de poule, ils ont toujours, ces dernières années, connu cette petite difficulté. Mais une fois ils sortent des poules, peut-être que je vais me tromper, mais le Nigeria, c'est un peu comme l'Allemagne. C'est un peu comme l'Allemagne. Dès que vous les laissez sortir des phases de poule, c'est au minimum les demi-finales pour le Nigeria. Donc là, ils n'ont pas été souverains dans le jeu. Il a fallu une étincelle d'action avec l'attaquant numéro 9, le vrai buteur, Igalo. Il a fallu que ça vienne là pour qu'il s'impose. Mais le deuxième match va être très intéressant pour voir. Je crois que là, et vous avez salué la mémoire, on va le rappeler au passage, de Sam Okoraji, voilà, ça, qui fut un géant du football nigérien, mort malheureusement sur le terrain des suites d'un problème cardiaque. Exactement. Je crois que c'était lors d'une opposition contre l'Angola. Exactement, en éliminatoire. En éliminatoire, je crois, de la Coupe du Monde. Oui. Sam Okoraji, qui était un Rasta, avocat de formation. Qui avait malheureusement quitté le monde des vivants dans ces conditions. On allait un peu trop loin dans les générations. on est allé très loin derrière. Mais ce ne sera pas un conflit. Non, merci. Donc Nigeria, Guinée. Alors la Guinée,
a également du beau jeu. On va avoir l'occasion de souligner que les Guinéens marquent. Ils ont marqué 2 buts, même s'ils se sont fait accrocher. C'est une équipe qui est capable de bousculer et qui est dos au mur parce qu'on les a suivis il y a quelques jours en conférence de presse. Ils disent n'avoir pas le choix, ils sont contraints de gagner. Bien sûr, c'est très important pour le Niger parce qu'une défaite plonge également cette équipe dans le doute. Et pour la Guinée, qui a déjà un véritable nom sur la scène continentale footballistique, il va falloir forcément gagner cette rencontre. Et la Guinée a souvent démarré timidement certaines compétitions. Certains joueurs de la Guinée ne se sont pas encore mis en évidence. Mais je parie que cette rencontre va être très difficile pour le Nigeria parce que l'histoire nous dit que la Guinée a toujours pris le dessus sur le Nigeria. Pour 3 rencontres jouées entre les 2 équipes, la Guinée totalise 2 victoires et 1 pour le Nigeria. La seule victoire de la Guinée face au Nigeria en Coupe d'Afrique remonte à 2 ans, donc lors de la dernière édition. C'est un match qui promet et franchement, les Guinéens ne peuvent pas partir de cette compétition comme ça. Parce qu'une défaite pourra être très difficile pour l'équipe guinéenne. On espère que Gernot Rohr positionnera Igalo dès l'entame du match, pas comme il a fait. Je ne sais pas trop quelle était sa tactique, si c'était fait à dessein ou bien ça a été improvisé, mais de laisser Igalo au banc, ça a été pour ma part une erreur. Pour bien entamer la compétition. Igalo a réparé de lui-même. Oui, qu'Igalo lui-même a réparé. Et j'ose espérer que pour cette deuxième entrée, Igalo sera un titulaire, vu qu'il est un titulaire indiscutable. Et si la prime n'est pas encore tombée, voilà. ça va. Et il y a eu cette courte grève hier des Super Eagles qui rappelle encore malheureusement les problèmes de primes. Ils ont dû avoir comme médiateur le capitaine John Obi qui a rapporté que je crois que l'argent était en train d'être converti en dollars pour payer les joueurs. Bon, là, par contre, à ce niveau, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les joueurs parce que on ne peut pas lancer une compétition et retarder l'équipe nationale sur la base des primes. Non, je pense que là, on est dans une forme de rébellion et de déstabilisation du pays. Et là, c'est une trahison propre au pays parce qu'on ne peut pas être en pleine compétition et poser les problèmes de primes. Les problèmes de primes, c'est une question qui est traitée avant. Et si vous y étiez allé, si vous y êtes déjà, vous avez joué le premier match, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de garanties qui sont faites sur lesquelles vous vous appuyez pour ne pas y revenir. Et donc, s'il y en a pas mais non. C'est des clauses, Non, ils n'ont pas posé. Sans vouloir vous interrompre, ce sont des clauses. S'ils se sont arrêtés, et là, je partage l'avis de François parce que c'est un bonus sur la prime. Ce n'est pas la prime en général. C'est un bonus sur la prime, mais François, vous permettrez qu'on voit quels sont les joueurs à suivre avec vous, Marie-Paul Redomina. Les joueurs à suivre, comme on l'a dit tantôt, le Nigeria et la Guinée rentrent dans la compétition dans le camp de la deuxième journée. Et nous avons essayé de vous montrer quels sont les joueurs qui pourront faire la différence au cours de cette rencontre. On regarde et puis on revient tout juste après. Le Nigeria a très bien lancé sa Coupe d'Afrique des Nations en remportant son premier match face au Burundi. Sans doute grâce à son collectif, mais également grâce à un homme, Igalo. Laissé au profit de John Obi Mikel, Ndidi ou encore Iwobi, dès son entrée, Igalo a fait la différence. Il a marqué des points et devrait se retrouver titulaire contre la Guinée aujourd'hui. Libérés par ce premier succès, les Nigérians devraient passer à la vitesse supérieure pour ce deuxième. Alors le Nigeria, justement, va faire son entrée avec peut-être en pointe de l'attaque tout à l'heure Igalo. Oui, c'est comme je le disais, je l'espère vraiment que Gernot Rohr, que là il ne fasse plus ce qu'il a fait pour le premier match, qu'il mette Igalo là où il faut, parce que, sauf si je me trompe, mais c'est lui le meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, qui peut laisser le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations au banc pour laisser jouer John Obi Mikel? Alors, je ne vous interromps pas. Choix, je ne vous interromps pas. Juste souligner qu'il y a aussi, c'est vrai qu'on peut les considérer comme de petites équipes, mais il y a le Zimbabwe et l'Ouganda
qui s'affrontent en deuxième heure, donc après le match du Nigeria qui a certainement déjà démarré. Est-ce que, Marie-Paul, il y a dans ces deux équipes des joueurs qui peuvent pas mériter qu'on les suive, mais donner satisfaction à l'une des deux équipes? Donner satisfaction, oui. Moi, j'ai découvert un joueur lors du match Ouganda-République démocratique du Congo, c'est Emmanuel Okui. Sa façon de jouer m'a impressionné. Il pose le ballon, il sait de quoi il est capable et il est venu là pour ça. Maintenant, du côté du Zimbabwe, c'est plutôt le collectif qui prime. Ce n'est pas un seul joueur qui se démarque, au contraire à contrario de l'Ouganda. Le Zimbabwe, c'est tout un collectif de 11 joueurs et c'est ce collectif-là qui essaiera de marquer des buts face à l'Ouganda. On voit dans l'élément et puis on pourra revenir tout juste après. Je vois François, sauf si vous n'êtes pas d'accord par rapport à Emmanuel Okui, ou bien vous apprenez, vous avez vu Emmanuel face à la RDC tout comme moi. Non, c'est... Alors, parfaitement raison. Non, elle a parfaitement raison sur Emmanuel. Alors, parce le match que nous attendons, parce qu'on a vu les deux précédents, il y a, c'est vrai, à suivre celui dont vous parlez, mais bon, il y a certainement d'autres joueurs à suivre tout à l'heure. Il y a le match attendu. Aujourd'hui, Égypte, République démocratique du Congo. Oui, ça passe ou ça casse pour la RDC. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Tout simplement. Si la RDC perd ce match, je crois qu'il y aura la grève à Kinshasa. Je crois qu'il y aura une grogne à Kinshasa. Florent, alors, Égypte, République démocratique du Congo, lors du premier match pour chacune de ces équipes, on a eu une défaite pour la RDC et l'Égypte qui s'est imposée sur le fil. Mohamed Salah a presque été supplanté. Eh bien, nous allons, avec vous, Marie-Paul, lancer ce sujet sur la confrontation, un sujet proposé par nos confrères de l'UAR sur la confrontation Égypte, République démocratique du Congo. Égypte, République démocratique du Congo, et puis on revient tout juste après pour en parler. Victorieuse à la surprise générale de la République démocratique du Congo, l'équipe d'Ouganda a mis fin à 41 ans de disette et s'est mise en position de concurrente directe avec les pharaons d'Égypte. Dans la confrontation qui opposera l'Ouganda au Zimbabwe, il faudra veiller sur Emmanuel Okui, auteur du deuxième but de l'Ouganda face à la République démocratique du Congo. L'Ouganda a ravi la tête du groupe A à l'Égypte samedi lors de la deuxième journée. Les deux équipes sont à égalité de 3 points, mais en marquant 2 buts face au Congo contre un seul pour l'Égypte face au Zimbabwe, l'Ouganda, qui n'avait plus remporté un match en CAN depuis 41 ans, devance le pays hôte. L'équipe de Mo Salah, qui affronte les poulains de Florent Ibenge, devront tout donner pour reprendre l'avantage. Pour cela, il faudra sûrement compter sur l'ailier gauche égyptien Trezeguet. Mahmoud Hassan aura face à lui Cédric Bakambu, leader d'attaque de la République démocratique du Congo. Le joueur africain le plus cher de l'histoire sera l'atout offensif numéro 1 des Congolais. Cédric Bakambu, on l'a dit qu'il sera là pour cette confrontation entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Il faut préciser que l'Ouganda est premier du groupe devant l'Égypte. Donc l'Égypte aura tout à prouver pour ce deuxième match. Égypte, pays hôte de la compétition. L'Égypte qui s'est imposée pour son premier match sur le plus petit des scores, 1-0. Donc l'Égypte de Mohamed Salah aura fort à faire face à cette République démocratique du Congo qui ne vient pas là pour perdre. Parce que, en principe, si la République démocratique du Congo perd ce match, elle sera automatiquement éliminée de la compétition, ce qui n'est pas de bon augure pour eux. La RDC dos au mur? Oui, bien sûr. Écoutez, ils ont la chance aujourd'hui d'affronter l'Égypte, une équipe égyptienne qui n'a pas forcément beaucoup de certitude au niveau de la défense. Et l'attaque de la RDC est une attaque qui a fait ses preuves, malheureusement, qui jusque-là n'a pas réussi encore à marquer. Donc c'est l'occasion pour eux cet après-midi de pouvoir le faire. Nous allons, François, en un tour de table, recueillir vos pronostics, notamment sur la première rencontre en train de se dérouler, Nigeria-Guinée, puis Ouganda-Zimbabwe, avant Égypte-République démocratique du Congo.
Nigeria-Guinée, moi je vais sur 1-2, 1-2-1, 2 buts de Digalo et 1 but de Sorikaba. Le match va se dérouler à 15h30. 15h30. On me précise que c'est à 15h30, donc il y a encore 1h30. Moi je dirais victoire de la Guinée. Victoire de la Guinée sur le Nigeria. Victoire de la Guinée et Égypte-RDC, victoire de la RDC. Parce qu'il faut briser le signe indien. Sur 5 rencontres, 3 victoires de l'Égypte. Il faut gagner un tout petit peu. Ouganda-Zimbabwe. Ouganda, victoire de l'Ouganda parce que l'Ouganda est bien parti dans cette compétition, qui reste sur une victoire face à la Côte d'Ivoire en amical. Franchement, ça promet. Asta? Moi, pour l'équipe du Nigeria, je dirais 2-1. 2 pour le Nigeria et 1 pour la Guinée parce que la Guinée se défend quand même bien malgré l'ascendant que le Nigeria a sur cette équipe, à mon avis. RDC, Égypte, c'est vraiment un duo compliqué parce que l'Égypte, pays hôte, ne veut pas perdre et la RDC ne peut pas perdre. Donc j'irais soit sur un match nul, 1-1 ou 2-2. Nigeria-Guinée, duel Sorikaba à Iralo. On verra bien qui pourra prendre le dessus sur l'autre. Et puis bien sûr l'attaque de feu de Kinshasa, donc de la RDC qui n'a jusqu'à actuellement pas encore craché du feu. On espère que là, ce sera le feu face au Pharaon. On espère préciser que la République démocratique du Congo compte en son sein Florent Imbenge. On ne veut pas non plus voir un sélectionneur africain avec une équipe africaine sortir de la compétition. Même si en Égypte aussi c'est un Africain, bon. Mais oui, bien sûr. En tout cas, on l'espère. Il est très sympa Imbenge. On espère pour François Imbenge que les choses se passeront mieux. Exactement. Et nous allons conclure avec la compilation des buts de la veille, juste pour signaler que nous vous retrouverons, écoutez, avec beaucoup d'intérêt demain pour décortiquer en compagnie de la même équipe les matchs. Et c'est aussi l'occasion d'appeler les communautés engagées et dont les ressortissants sont présents à Libreville à venir, pourquoi pas se faire enregistrer et participer à l'enregistrement de notre émission. Vous pourrez vous rapprocher de la belle télévision dont le siège se trouve 6 à Akanda, au nord de Libreville, la capitale du Gabon. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme. Hello la famille, African Union.